Bonjour les élèves de secondaire 1, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, nous allons regarder dans le chapitre des statistiques, donc un petit peu comment faire des enquêtes, comment faire des échantillonnages et les différentes erreurs qu'il faut éviter. Alors, je t'invite à aller chercher ton cahier de mathématiques. On avait vu précédemment, donc, dans les études statistiques, le recensement et le sondage, et donc, et que ce sont des enquêtes. Et donc, le recensement, c'était pour tous les individus, alors que le sondage, c'était plus sur un échantillon de la population donnée. On avait vu aussi que l'étude, ça peut porter sur un caractère qualitatif, qui n'est pas un chiffre, comme la couleur des yeux, le sexe, mais ça peut être aussi sur un caractère statistique quantitatif, donc, par exemple, le nombre d'enfants par famille. Dans les caractères quantitatifs, on ajoute la distinction entre certaines quantités sont discrètes. On ne peut pas avoir la moitié d'un enfant. Donc, un chiffre discret, ce serait un chiffre qui n'a pas de décimale. Donc, 1, 2, 3, 4, ce sont les choix possibles. Il n'y a pas de choix entre les deux. Quand on parle, par exemple, d'une moyenne, quand on parle de la grandeur d'une personne, ce sont des chiffres avec une décimale. Donc, il peut avoir des quantités énormes de possibilités de réponses. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle une variable continue. Il n'y a pas de différence. Donc, il y a une continuité de réponses possibles. À la page suivante. Maintenant, nous allons regarder aujourd'hui la méthode d'échantillonnage. Donc, pour poser la question, souvent, un recensement, c'est quelque chose d'ardu, de difficile, puis aussi, c'est quelque chose de coûteux. Donc, on va suggérer ou on va préconiser l'échantillonnage, donc, pour faire un sondage plutôt qu'un recensement, lorsque c'est possible. Donc, ici, par exemple, on te présente deux méthodes d'échantillonnage. La première, ce serait l'échantillonnage aléatoire simple. On met tous les noms dans un chapeau, on pige, chaque nom aura donc la même chance que les autres d'être pigé. Donc, ce n'est pas à cause de l'âge, de la grandeur, de sa volonté à participer au tirage qu'on va tirer le nom, mais vraiment juste à cause, par chance égale, pour tous les éléments de la population. Donc, ça, c'est important ici. Si on veut un échantillonnage aléatoire simple, il faudrait que tous les éléments de la population, donc par exemple tous les élèves de l'école, aient la chance de faire partie du sondage et on pige ceux qui seront. Si on parle, par exemple, de la population d'une ville, bien, on prendrait le bottin téléphonique et tous les noms du bottin téléphonique doivent avoir la même chance. Donc, par exemple, je tourne les pages au hasard, je tombe sur une page et dans la page, je place mon index sur un nom au hasard. C'est le nom de la personne que je vais appeler. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait une chance égale de participer. Donc, c'est ce qu'on appelle le hasard. La deuxième méthode, ce serait un échantillonnage systématique. Donc, ça veut dire qu'il y a un système en arrière de l'échantillonnage. Donc, ce n'est pas le hasard. Et donc, par exemple, on va construire à l'aide d'un rang et d'un intervalle. Par exemple, si Luc veut former un échantillon de 5 personnes dans sa classe, alors il numéra tous les gens de la classe. Voyant qu'il en a un peu moins que 30, il y en a 27, il choisit un nombre au hasard, par exemple 3. Et donc, pour déterminer l'échantillon, il va choisir la personne à tous les 5 noms à partir du numéro 3. Donc, son point de départ est au hasard, c'était le numéro 3, et ensuite, il fait des bonds de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benoît. 1, 2, 3, 4, 5. Claudia. Et ainsi de suite pour le restant. Donc, on peut voir un petit peu mieux comme ça. Donc, ce qui est important à retenir pour la méthode systématique, c'est qu'il y a d'abord un rang. Donc, on choisit au hasard le premier. Donc, il faut qu'il y ait un début. Le début, c'est vraiment un chiffre au hasard ou une page du bottin au hasard. On commence ici. Ensuite, à partir de cette page-là, j'augmente de 5 pages. 1, 2, 3, 4, 5 ou de 5 individus dans ma liste. Donc, le 5 a été calculé par rapport au nombre de données que j'avais pour donner une chance à tout le monde de faire partie. Alors que le 3 est au hasard pour qu'il y ait un point de départ. Donc, vraiment à considérer. Donc, le rang est au hasard et après ça, l'intervalle est calculé ici pour donner une chance égale à tout le monde. Donc, on avait ici 25, 30, donc environ 25 égale 5 fois 5. Donc, ici, étant donné qu'on veut avoir un échantillon de 5 personnes, le bon calcul
pourrait être, si j'ai mon point de départ, donc 5 fois 5, 25. L'autre partie à considérer, ça s'appelle les sources de biais. Donc, dans une étude statistique, il y a des erreurs qui peuvent fausser les résultats. Quand je vais poser mes questions aux gens, il est possible d'avoir des erreurs. Donc, une première erreur qui pourrait arriver, ça serait la construction de l'échantillon qui serait mauvaise. Par exemple, un échantillon qui serait trop petit ou qui ne possède pas les caractéristiques de la population. On peut penser, par exemple, à un échantillon qui est constitué de tous les gens de la même sorte. La deuxième source de biais, ce serait la formulation de la question. S'il y a une question qu'on peut interpréter de différentes façons, ça se peut que les personnes aient répondu oui, mais pas pour les mêmes raisons. Et il y a l'attitude du sondeur. Par exemple, les gens questionnés pourraient avoir le goût de plaire au sondeur si le sondeur montre qu'il est non neutre, il est biaisé, il est intéressé à une réponse plutôt qu'une autre. Ce qui est vrai quand les gens posent la question pour des élections. Alors, pour le taux de participation de l'étude, maintenant, s'il n'y a pas assez de gens qui participent à la question, ça se peut que l'échantillon ne soit pas représentatif. La présentation des données peut donner trop d'importance à certaines informations plus que d'autres. Alors qu'on peut faire une conclusion qui accorde beaucoup d'importance à certains sujets et moins à d'autres, ce qui donne l'impression que le résultat est différent de celui de la réalité. Alors, pour se pratiquer, on va y aller maintenant avec les questions de la page 305. Première question. Donc, nomme la méthode d'échantillonnage utilisée pour déterminer chacun des échantillons suivants. On choisit 10 villes au hasard en pointant un globe terrestre les yeux fermés. Donc, ce serait une méthode d'échantillonnage aléatoire, simple. On choisit 512 personnes en prenant le 22e nom inscrit sur chaque page d'un annuaire téléphonique. Donc, le rang, c'est le 22e. Et chaque page, donc, c'est des bons de combien? Dans notre exemple précédent, on avait des bons de 5. Là, c'est des bons de page. Bon, peut-être qu'une page pourrait contenir 300 noms, donc ce serait des bons de 300 environ. Et le nombre de personnes choisies, 512 de l'échantillon, ça leur rapporte, par exemple, à l'annuaire téléphonique qui aurait alors 512 pages. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui se rapproche. Donc, le 22e, pourquoi 22e? Ça, c'est un chiffre qui a été choisi au hasard, mais c'est la seule chose qui est vraiment du hasard. Si on regarde ici notre définition d'un échantillonnage systématique, on a bien un rang, donc le rang de 22 et un intervalle de 1 page. Donc, c'est un échantillonnage systématique. Le C, on choisit un objet fabriqué sur une chaîne de montage à chaque demi-heure. Donc, ici, on a une chaîne de montage qui fabrique, il faut essayer de comprendre, une chaîne fabrique des objets un après l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être qu'il y aura, par exemple, 200 objets fabriqués en une demi-heure. Parmi ces 200, on en choisit un. Lequel? Ben là, ça va dépendre. Par exemple, ça pourrait être à chaque fois qu'on arrive sur le 0 ou le 30 sur ma montre, alors je prends l'objet qui est devant moi. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être à chaque fois que sur ma montre, c'est le 5 et c'est le 35. Donc, pour 30 minutes plus tard. Donc, je prends l'objet qui est devant moi. Par exemple, faire les tests de qualité, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. Donc, on est vraiment ici avec un rang. Donc, le rang, c'est à chaque demi-heure. Donc, s'il y a 200 objets par demi-heure, mais le rang, ça serait... non, le rang, ça serait le premier de la demi-heure. Et puis, à chaque demi-heure, donc ça se répète. Donc, on est encore une fois ici la même réponse d'échantillonnage systématique. Voilà. On fait un sondage sur les habitudes de sommeil d'un groupe d'élèves. Il y a 28 élèves dans ce groupe, soit 21 filles et 7 garçons. On veut déterminer un échantillon représentatif de cette population. Parmi les 3 échantillons suivants, lequel est le plus représentatif
de la population? Explique ta réponse. Est-ce qu'on pourrait choisir 3 élèves, dont un garçon et 2 filles? 3 élèves pour 28. Est-ce qu'on pourrait choisir 8 élèves, 7 garçons et 1 fille? Ou 8 élèves, 2 garçons et 6 filles? Alors, on pourrait peut-être éliminer tout de suite l'échantillon A, parce qu'il est très petit comparé aux 2 autres échantillons. Donc, 28 divisé par 3, c'est presque 19, quelque chose, tandis que 28 divisé par 8, ça nous donne quand même beaucoup plus de chances. Donc, environ un quart de la population ici. Donc, ces deux-là sont pas mal plus intéressants. Donc, si on barrait celui-ci. Maintenant, regardons lequel serait intéressant entre 8 élèves, 7 garçons, 1 fille, et 8 élèves, 2 garçons, 6 filles. Il faut être représentatif de la population qui comprend plus de filles que de garçons. Donc, ici, plus de garçons que de filles, ça ne serait pas très représentatif. On pose la question à tous les garçons et à seulement 1 fille parmi les 21. La deuxième question, elle est la plus intéressante. Donc, parmi les 7 garçons, on en choisit 2. Parmi les 21 filles, on en choisit 6. Donc, on est dans des pourcentages qui respectent la distribution de la population entre garçons et filles. On pourrait faire le même genre de travail avec l'âge des personnes, la classe à l'école. Donc ici, vraiment, le choix intéressant, ça serait le C, quand l'échantillon représente la population. Soit plus de filles que de garçons. Si on fait du calcul mental quand même rapidement, on peut voir, par exemple, si je fais 2 fois 3 égale 6, on est proche du 7. Si on fait 6 fois 3 égale 18, on est quand même proche du 21. Donc ici, là, on est quand même près de notre échantillon. Donc, ce serait un échantillon qui serait entre le tiers et le quart. Troisième question. Les enquêtes suivantes sont biaisées. Nomme la source du biais. Donc, on veut connaître les intentions de vote de la population canadienne aux prochaines élections. On pose la question suivante à un groupe de 100 élèves pour une école primaire. Pour quel parti avez-vous l'intention de voter? Parmi les 100 élèves interrogés, 98 ont répondu à la question. Donc, c'est quand même très bien. Félicitations à la personne qui a fait cette question. 90, a réussi à convaincre 98% de la population, de l'échantillon, à répondre à la question. Par contre, on pourrait dire, est-ce que dans une école primaire, c'est pertinent de poser la question pour quel parti avez-vous l'intention de voter? Car même s'ils décident de voter, leur vote ne sera pas compté. Et donc, est-ce que l'échantillon 100 élèves d'une école primaire est représentatif de la population canadienne ou serait plutôt représentatif de l'école primaire? Donc, si on veut les intentions de vote de la population canadienne, on ne peut pas s'adresser aux élèves d'une école primaire. Si on veut savoir les gens de l'école primaire, c'est quoi leurs intentions de vote, on peut poser la question aux élèves de l'école primaire, mais pas pour représenter la population canadienne. Donc ici, la source de biais est la construction de l'échantillon. Donc, un échantillon qui ne possède pas les caractéristiques de la population. Donc, l'échantillon ne possède pas les caractéristiques de la population. B. On veut connaître le passe-temps préféré des athlètes olympiques. On pose la question suivante à tous les athlètes qui ont participé aux derniers Jeux olympiques. À l'exception du sport que vous pratiquez, quel est votre passe-temps préféré? Parmi les athlètes sondés, 2 ont répondu à la question. D'après toi, quel serait le problème avec cette affirmation? Évidemment, si peu de gens répondent à la question, on a un problème avec notre échantillon. Trop peu de personnes acceptent de répondre aux questions. Donc, si on a un problème avec le taux, donc, avez-vous une idée de combien d'athlètes olympiques participent à chaque année aux Jeux olympiques? Plus de 2000. Alors, si on dit que 2 ont répondu, c'est même pas 1 pour 1000. Donc, ce taux de participation ne permet pas de connaître vraiment les passe-temps préférés des athlètes olympiques.
C. On veut connaître l'opinion des automobilistes sur les conditions routières en hiver. On pose la question suivante à 50 automobilistes arrêtés à une station-service. Comment ne qualifieriez-vous pas les conditions de conduite durant la saison froide? Tous les automobilistes sondés ont répondu à la question. Alors, félicitations, c'est quelqu'un qui a été persistant parce qu'il a réussi à avoir la réponse de toutes les personnes. Peut-être était-il à un endroit où les gens étaient positifs. Mais on a un problème ici avec la question, parce qu'on rajoute un ne pas. Quand on met une question à la négative, on rajoute une complexité à la question. Et ça pourrait mélanger certaines personnes. Dans les questions de sondage, on te demande de ne pas utiliser le ne pas, mais plutôt de faire une affirmation positive selon ce que tu veux. Donc, comment ne qualifieriez-vous pas les conditions de conduite? Donc, s'ils disent quelque chose, donc, est-ce que c'est pour qualifier? Donc, si c'est pour qualifier, ils ne peuvent pas répondre. Donc, ici, on se trouve avec une question qui est mal formulée. Donc, la formulation de la question. Voilà, c'est tout pour la page 305. Alors, je te souhaite un bon travail. Je vais te montrer un petit peu maintenant les autres pages qu'il y a à faire dans ce sujet. Alors, à la page 307, on t'introduit la notion de fréquence, qui est le pourcentage d'application directe de ce que tu as appris en 6e année. Donc, d'abord, tu as un effectif. Ensuite, par exemple, ici, j'ai 8. Si je fais le calcul de 8 divisé par 50, qui est le total, l'effectif de la catégorie divisé par l'effectif total fois 100, va me donner un pourcentage. Donc, 8 divisé par 50 fois 100, donc, va me donner 16 %. Autrement dit, 8 sur 50. Et donc, 8 sur 50. 8 sur 50 égale 16 %. Donc, 8 sur 50 fois 100 égale 16 % dans ce cas-ci. Le genre d'exemple de calcul à faire. Donc, tu peux faire ce calcul pour chacune des catégories. Donc, ici, la question, c'est le nombre de voitures. Donc, de 0 à 5, c'est les choix de réponse possibles. Et donc, on peut calculer la fréquence. Attention d'avoir vraiment le bon effectif ici en bas pour faire tes calculs. Si tu n'as pas le bon effectif, ça ne fonctionnera pas. Et ici, la fréquence, le total doit toujours être 100 %. Donc, quand tu additionnes ces chiffres-là, tu es supposé arriver à 100. Si tu arrives à 99, c'est parce qu'il y a eu des virgules. Donc, il devrait avoir à quelque part un des chiffres que tu arrondis à l'entier supérieur. Et puis, les autres que tu arrondis à l'entier inférieur. Donc, par exemple, si j'avais 14,4, j'arrondirais à 14. Et si j'ai 5,8, je devrais arrondir à 6. Donc, on arrondit ici à l'unité près. Si on arrondit à l'unité près, il faut quand même arriver à 100. Sinon, tu peux quand même calculer tes fréquences ici avec un pourcentage, avec un degré de précision plus élevé. Par exemple, tu pourrais mettre tous tes chiffres au dixième et tu t'arranges pour que les dixièmes additionnés ensemble donnent bien le 100. Exactement. Tu ne peux pas arriver à 98, 99, 101. Tu dois vraiment arriver à 100. Tout comme l'effectif ici doit être le chiffre la somme des chiffres que tu as inscrits ici. Voilà pour l'effectif ici. Faisons cet exemple-là pour le démontrer. Donc, on pose la question, quelle est votre couleur de voiture préférée chez des clients d'un concessionnaire automobile? 60 personnes répondent rouge, 33 personnes répondent bleu, 42 personnes répondent blanc, un certain nombre répondent noir, pour un total de 150. Donc, si on fait le calcul présentement, 40 plus 60, ça fait 100, 102, 102 plus 30, ça fait 132, 132 plus 3, ça fait 135. Alors, nous avons 135 pour un total de 150, donc il nous reste donc 15. Réponse pour la catégorie noire. Maintenant, nous devons calculer la fréquence. Donc, pour calculer la fréquence, on a besoin de faire le calcul en divisant par l'effectif. Par exemple, ici, on commence avec 60 divisé par 150 fois 100. Donc, 60 divisé par 150 fois 100.
Tu peux le faire sur la calculatrice en même temps que moi. J'arrive à un chiffre exact de 40. Maintenant, faisons le même calcul avec le 33. Je vais vous partager la calculatrice. Alors, si on fait le chiffre 33 divisé par 150 et fois 100, on arrive à 22. De même, je continue le calcul. Pour le 15, 15 fois 150 et divisé, 15 divisé par 150 et fois le 100. Donc, ça me fait 10 ici. Donc, c'est des pourcentages. Et finalement, 42 divisé par 150 fois 100. Ça me fait 28. Voyons voir si ça nous donne 100. Donc, si on fait 40 plus 22, ça me fait 40 plus 20, 60, 62, plus 10, 72, plus 20. Donc, ça fait 92 plus 8, 100. On vous a épargné les virgules ici dans un premier exemple, mais comme je te dis, c'est possible avec les virgules qu'on n'arrive pas à 100. Donc, il faut s'assurer de décider quel chiffre on inscrit là. Donc, c'est peut-être plus de précision avec les dixièmes ou les centièmes de manière à arriver à un 100. Voilà pour la page 307. Ensuite, à la page 309, on vous présente le diagramme à ligne brisée. Mais tout d'abord, le diagramme à bande. Donc, le diagramme à bande est très souvent utilisé. Donc, des belles bandes verticales séparées par des espaces. Et ici, vu que c'est une réponse qui est quantitative discrète, c'est très facile. Je peux utiliser ici les chiffres ou les réponses. Donc, 0, 1, 2, 3, comme ça. Même chose si j'avais, par exemple, qualitatif, la couleur des yeux, bleu et brun. Et puis, là, ce genre de tableau se lit très bien. Et le titre ici doit avoir rapport avec l'effectif et la catégorie. Donc, la catégorie ici, c'est dans quoi est-ce qu'on a? Ici, on a posé la question. On a posé la question sur le nombre de voitures. Et ici, ça, c'est les répondants, ceux à qui on a posé la question. Donc, le nombre de gens qui répondent cette réponse est inscrit ici. Donc, par exemple, j'ai 19 foyers, donc j'ai 19 maisons, que si on va voir à la porte, il y a seulement une voiture. De même, j'ai 13 maisons pour lesquelles je devrais voir 2 voitures stationnées. Le diagramme à ligne brisée est utile pour des données quantitatives et celui-ci, maintenant, peut aussi être utilisé pour les données continues. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les données quantitatives discrètes. Donc, les réponses possibles, 1, 2, 3, 4, 5. Mais tu vois que la ligne continue. Donc, si la ligne continue, ça veut dire que je pourrais avoir la réponse à 1,5, 2,5. Lisons maintenant les points que nous voyons. Par exemple, ici, on a l'effectif. OK, donc, valeur d'une carte de hockey sur une période de 7 mois. Donc, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, on inscrit la valeur de la carte à chaque mois. Donc, c'est vraiment, on n'a pas vérifié entre le mois 1 et 2. Donc, c'est des données quantitatives discrètes. 1, 2, 3, 4. La valeur de la carte, on vérifie sur le marché. Donc, après 2 mois, on dit que la carte vaut 100 $, mais au 3e mois, elle baisse un peu moins de 80 $. Et elle monte ainsi jusqu'au 5e mois, sa valeur maximale en haut vers 170 $. Voilà pour le deuxième type de graphique. On s'assure bien sûr d'avoir le titre, d'avoir les indications de chaque axe. Et ici, on a mis la variable qui ne change, qu'on ne peut pas modifier, okay, qui est comme le temps ici. Tandis que dans l'autre axe, on va mettre la variable qui dépend, donc la variable dépendante. Donc, tu as du travail à faire dans les pages suivantes. Et si tu as des questions, tu peux me contacter. Au prochain cours,
nous allons parler de la moyenne arithmétique à la page 318. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Bon travail, bonne étude à la maison. J'espère que ta famille va bien. À la prochaine.